Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode 2 de votre nouveau podcast Hoop Culture sur la chaîne Basket Session Rivers. Vous connaissez le principe maintenant. Vous êtes certainement abonné également à notre compte Instagram. On vous parle de la culture basketball dans un spectre très large. Et pour ça, qui de mieux pour m'accompagner que Théo Omesser. Salut Théo, ça va? Ça va très bien, Pierre. Comment ça va de ton côté? Eh Parce que ben moi, je t'avoue super. qu'il pleut des cordes là en ce moment. Alors, je sais que toi, tu connais pas ce problème dans le sud, mais là, c'est pas très joyeux, quoi. Ah bah écoute, ici ça va à peu près en tout cas. L'ambiance est morose pour d'autres actualités sportives dont tu as certainement eu vent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais écoute, c'est comme ça, on est toujours là pour rigoler à ce niveau-là. Donc nous, on va parler basket. Et puis, on vous l'avait dit la semaine dernière, on s'est présenté directement. On nous a présenté également le concept de Hoop Culture et on vous avait dit qu'on rentrerait dans le vif du sujet dès cette semaine avec un thème, un grand thème qui serait à chaque fois le fil conducteur de nos émissions. Et le premier thème qu'on a choisi, Théo, cette semaine, c'est les vilains. On faisait un petit peu écho à l'actualité qui avait eu lieu lors de la dernière Coupe du Monde avec cette déclaration qui nous avait assez intrigué, qui nous avait pas mal intéressé de Dylan Brooks, qui avait dit que finalement il prenait cette cape de vilain. Et nous, on s'est demandé qu'est-ce que c'est un vrai vilain et ben, qu'on fasse un petit peu un retour vers le futur et surtout dans le passé pour lister un petit peu nos grands vilains et avoir un petit débat autour de ça. Alors un vilain, c'est quoi? C'est finalement, c'est pas forcément un dirty player comme on pourrait l'entendre, c'est surtout un personnage qu'on se crée soi-même, que certains joueurs décident de se créer. C'est un personnage qu'on aime détester et qu'on a un petit peu du mal à adorer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est surtout un joueur qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que dans l'équipe d'en face. Et puis avec les réseaux sociaux, c'est facile de se créer ce personnage. Est-ce que cette définition te satisfait, Théo? Toi, pour toi, un vilain aujourd'hui dans le basketball, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah écoute, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi. C'est clair, c'est un petit peu ces personnages, tu sais, qui permettent aussi aux superstars de se révéler encore plus. Les arch-némésis, comme on dit parfois dans les comics ou ce genre de choses, c'est ceux aussi qui pimentent l'actualité de la ligue. Alors, t'as raison sur le côté dirty player, parce que c'est vrai que. En plus, dans le jeu moderne, il n'y a plus tant que ça. Finalement, le jeu a quand même été bien nettoyé. Mais c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même toujours, chaque génération, il y a des joueurs qui vont se saisir un petit peu de ce rôle d'empêcheurs de tourner en rond, que ça soit sur le terrain ou que ça soit par punchline un petit peu à distance ou face à face, voilà, qui se servent de cet atout finalement pour se faire une place dans la ligue, montrer leur personnalité. Souvent, je trouve ça plutôt sympathique en fait. Je trouve qu'il y a toujours du charme pour ces personnages-là. En tout cas, c'est marrant ce côté, tu sais. Des méchants, mais finalement qui deviennent des chouchous du public parfois, justement, parce qu'ils rentrent pas dans les normes, quoi. C'est ça. Alors, on précise encore une fois, c'est des faux méchants, en tout cas, des méchants qui se donnent ce personnage, qui sont peut-être des types super sympas à côté. On exclut donc toutes les bonnes vieilles ordures comme les Kevin Porter Jr. et tous ces gars-là, qui sont pour le coup des, C'est des une autre vrais, catégorie, vrais. c'est clair. Voilà, c'est une autre catégorie. Donc, nous, on parle du vilain, entre guillemets, du personnage que se créent certains joueurs. C'est ce personnage du vilain qui a toujours existé. Théo, dans Rivers récemment sur Basket Session, vous avez reparlé d'un des premiers personnages qui a été considéré comme un vilain, bien malgré lui, sur un coup de sang, parce qu'il y a ça aussi, il y a des personnages qui se créent sur un coup de sang. Kermit Washington, par Bien sûr. exemple, qui, bon, bah, lui, ça a été catastrophique, ça lui a brisé sa carrière sur un simple coup de poing. Il a été pris en grippe par tout le public et toute la ligue en général pour avoir pratiquement, il faut le dire, tué Rudy Tomjanovic. Donc il y a Complètement, des. qui avant d'être un coach champion NBA, était une superstar, vraiment un joueur, un all-star en puissance, et qui a plus jamais été le même suite à ce terrible coup de poing. Oui, oui, c'est ça, puisque je crois qu'il y avait eu du liquide qui s'était répandu dans son cerveau. Enfin, il avait failli y rester. C'était assez terrible. Kermit Washington, qui, bah, ça lui a tellement brisé sa carrière qu'il en est devenu, pour le coup, un vrai méchant, puisqu'il sort de prison très récemment. Il a complètement explosé de son côté. Et donc, il y a toujours eu ces personnages qui, quand on est un vilain, on se complaît finalement dans cette imaginaire et dans ce personnage et dans ce costume, on va dire, parce que c'est un vrai costume. On sait que la NBA adore raconter des histoires, créer, comme tu l'as dit tout à l'heure, ses propres personnages. C'est une espèce de Space Jam à ciel ouvert. Et donc, ces vrais vilains, ces vrais monsters, on a un peu envie de dire, puisqu'on parle de Space Jam, se créent au fur et à mesure.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive un petit peu à s'en sortir, mais finalement, question que je voulais te poser, est-ce que, une fois qu'on est dans ce personnage, est-ce que c'est très difficile d'en sortir? J'ai l'impression que c'est très difficile. Alors c'était pas tout à fait sur Villains, on l'avait appelé Bad Boys. Il est juste derrière moi si vous nous suivez sur YouTube. C'est le MOOC numéro 8 qu'on avait fait sur les Bad Boys. On avait Tout à fait. hésité d'ailleurs à l'appeler Villains. Mais on s'était dit que voilà, le terme Bad Boy était peut-être plus parlant pour le public. Mais effectivement, ce qui leur sortait, c'est que c'est très difficile de se défaire de cette étiquette une fois qu'on te l'a collée. Alors certains se la sont collés volontairement. On pourra y revenir, hein. Il y a des personnages hauts en couleur comme ça qui ont vraiment embrassé ce rôle. D'autres qui l'ont un peu subi, notamment, voilà, on parlait de joueurs comme les joueurs d'Enix de la grande époque, que ce soit les Charles Oakley et les Anthony Mason, c'était plus la dureté finalement dont ils faisaient preuve dans le jeu, les a suivis toute leur carrière. Mmh. Voilà, c'était un petit peu. C'est très dur de se défaire de cette étiquette. Alors quand c'est assumé, quand c'est voulu, c'est pas forcément un problème. Par contre, effectivement, on se rendait compte, notamment quand on avait fait la grande interview table ronde, que parfois il y avait aussi des choses qui s'étaient greffées à ça, notamment dans les années 70-80. Voilà, des joueurs qui avaient, autour desquels on avait tiré pas mal de conclusions hâtives sur leur personnalité ou sur leur personne, alors que finalement, bah, le rôle d'enforcer qu'on leur demandait sur le terrain, c'est leur coach qui leur demandait de le faire, c'est leur coéquipier qui leur demandait de le faire, c'était finalement le chemin le plus rapide vers la performance et vers le succès collectif, et ça leur a, dans certains cas, bouché pas mal d'opportunités parce que les gens ont fait un amalgame entre ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain et ce qu'ils étaient dans la vraie vie, entre guillemets, leur vraie personnalité à eux, quoi. Surtout que la vraie personnalité aujourd'hui, elle est visible, hein, sur les réseaux sociaux. On voit la différence entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur les réseaux. Et ça peut être le contraire. On s'invente un personnage de vilain sur les réseaux et on est tout gentil sur le terrain. Hein, tu vois ce que je veux dire. On Si pense à vous êtes du côté Jamorant, de bien sûr, Memphis, vous passez le du bonjour. côté de Memphis, voilà. Mais surtout dans les années 70-80, c'était difficile de se sortir de là, puisque en dehors du terrain, on voyait rien d'autre que ça. Il n'y avait pas forcément tous ces reportages d'ESPN, etc., les émissions permanentes où on scrutait les personnalités des uns et des autres. Donc, une fois qu'on avait cette étiquette, c'était très difficile de s'en sortir. On a vu certains joueurs qui sont arrivés à s'en sortir, mais finalement, est-ce qu'eux-mêmes ont envie d'en sortir et est-ce qu'ils ne sont pas indispensables dans leurs équipes pour pouvoir, comme tu disais, détourner un petit peu l'attention des superstars? Bah oui, moi je pense que oui, je pense même que d'un point de vue simplement attractif, ils font finalement tout l'intérêt des grandes ligues. Je veux dire, on va y revenir, mais il n'y a pas de super-héros sans super méchant en face. C'est ça qui fait le charme de tout ça. Il y a même, si on veut parler un peu de la fiction, à bien des égards, le Joker est bien plus charismatique que Batman. Tu vois, c'est cet Tout à exemple fait. tout simple il te faut quand même des anti-héros, des personnages un petit peu qui sont à la limite pour magnifier l'ensemble. On pourrait montrer aussi, tu vois, ce contraste entre Stephen Curry et Draymond Green et finalement ce qui fait l'intérêt et le succès sur le terrain des Warriors. C'est t'as besoin un petit peu de, voilà, t'as besoin de personnages qui sont un peu sur la brèche, qui sont un peu écorchés vifs ou du moins qui sont prêts à pousser un petit peu les limites. Ça, je pense que c'est vrai de tous les sports, quoi. On va se faire un petit peu, on va énumérer certains joueurs qui vont vous rappeler des souvenirs. Euh, je vais, si tu me permets, démarrer là-dessus et on va partir en Caroline du Nord. Ouais. Et c'est pas un joueur dont je vais te parler, c'est carrément toute une université. Et c'est l'université de Duke qui cristallise depuis des années une haine farouche de la part du reste du pays. C'est vrai que nous, on vous parle de Duke des années 90. Alors, on était forcément en parallèle avec le Fab Five de Michigan, ce côté très swaggy, etc. Et de l'autre côté, on avait une université très propre sur elle, très blanche. Et au milieu de tout ça, Coach K, qui était archi détesté, au point que on l'a su après. Par exemple, la fameuse Redeem Team, la Team USA de 2008, beaucoup de joueurs étaient vraiment, après le départ de Larry Brown, réfractaire au fait que Coach K vienne parce qu'il ne pouvait pas blairer l'idée d'être coaché par un gars qui était à Duke. Donc, encore une fois, université de Nanty pour beaucoup de joueurs afro-américains. Et puis surtout, il y avait une très très belle équipe dans les années 90, il faut le dire, mais un joueur au milieu de tout ça qui a cristallisé une haine farouche, même s'il n'a pas fait une grande carrière NBA, il faut lui reconnaître que ça a été un des plus grands joueurs universitaires de l'histoire, c'est Christian Leitner.
Ben, complètement, et tu as tout à fait raison. J'aime bien, tu sais, aux États-Unis, la manière dont ils arrivent à séparer les choses. C'est-à-dire que si t'as pas fait une grande carrière NBA, ça veut pas dire forcément que ça annule pas tout ce que tu as fait avant. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment Christian Laettner, malgré sa carrière, bon, honnête, hein, il a fait une bonne carrière, mais vraiment pas extraordinaire, il est toujours autant respecté pour ce qu'il a fait à l'université. Comme tu l'as dit, il est considéré comme un des plus grands joueurs universitaires de tous les temps. C'était vraiment un super joueur de basket. Et c'est vrai qu'il cristallise tout ce dont tu parles. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, on parlait de cette image de Duke fac de Nanty. C'est pas du tout le cas de Christian Leitner qui vient, voilà, qui est d'extraction tout à fait modeste. C'est plutôt il vient d'une famille plutôt de col bleu que de gamins qui ont grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Mhm. Et clairement, voilà, c'était ce côté, comment dire, cette morgue qu'il avait, tu sais, voilà, cette arrogance quelque part, et puis allié à un talent incroyable, à du trash talking, et en même temps derrière, il était capable de montrer que c'était pas simplement de la parole. Je pense que c'est vraiment ça qui a lancé cette haine entre guillemets qu'il y a eu autour de Duke et qui a perduré dans le temps, parce qu'on se rappelle que par la suite, t'as un mec comme JJ Redick qui a aussi été le joueur C'est le ça. plus détesté de tout le pays. Plus récemment, Grayson Ouais, Allen, c'est ça. qui est toujours aussi détesté en NBA, d'ailleurs pour un petit peu le même type d'exaction qu'à la fac, était aussi vilipendé à longueur de temps. Il y a vraiment cet héritage du côté de Duke, que je ne sais pas si ça changera un jour. Bah, c'est difficile à dire. En plus, Christian Leitner avait eu cette polémique autour de sa présence dans la Dream Team où on avait dit que ça aurait dû être Shaq à sa place. Mais même Shaq avait dit à ce moment-là, il n'y avait pas scandale. Le type, c'était le meilleur. D'ailleurs, les gars du Fab Five l'avaient dit que quand ils étaient arrivés, ils sont arrivés, eux, un petit peu sûrs d'eux, sûrs de leur fait, en tout cas, de taper Duke et qu'ils ont dit on s'est fait rouler dessus par Leitner tout seul. Il nous a montré ce que c'était de jouer au basket. C'était un petit peu à chaque fois ce que racontait Magic Johnson la première fois qu'il a vu Larry Bird et ainsi de suite. Donc, mais c'est vrai que la fac en elle-même a toujours pas dit. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, il y a un clip, il y a un type qui avait fait une chanson I Hate Duke. Ah oui. C'était trop drôle. Et il y a un Ah documentaire oui, qui oui, s'appelle I je Hate vois très Christian bien. Leitner. Ah, qui est super Ah non, d'ailleurs. Duke Sucks. Duke Duke Sucks. Sucks, c'est ça, ouais. Duke Sucks. Donc c'est assez marrant et c'est vrai qu'il y a, où qu'ils aillent en tout cas, il y a une espèce de haine absolue contre eux. C'est pas forcément juste un joueur, ça peut être aussi toute une équipe. Et Team USA 2000 était un petit peu comme ça aussi, une équipe entre guillemets de petits cons qui étaient là, qui ne montraient aucun respect pour le reste des opposants et qui avait cristallisé beaucoup de haine là-dessus. Et le board de USA Basketball avait beaucoup travaillé par la suite sur la présence de certains joueurs, de certaines superstars, ce qui a entraîné après de prendre des joueurs peut-être un peu plus lisses et d'entraîner les échecs qui ont peut-être suivi. Mais en tout cas, Team USA 2000, quand tu en parles encore, certains joueurs de l'équipe de France de l'époque, ils avaient envie de les taper autrement que sportivement. Ils avaient envie de leur rentrer dedans tout court. Bah, c'est clair, tu sais, à bien des égards, j'ai eu l'impression que l'équipe de 2002, finalement, qui perd au championnat du monde d'Indianapolis, qui est la première équipe américaine à se faire battre avec des professionnels, battre à plusieurs reprises, mais la première fois c'était face à l'Argentine, elle a payé à bien des égards l'arrogance effectivement de cette équipe de 2000, qui était ultra talentueuse, hein. Si tu regardes le roster, c'est incroyable, Vince Carter, Kevin Garnett, Gary Ah oui, Payton, oui. Jason Kidd, c'est un roster de malades, mais qui s'était effectivement pas très bien comporté pendant le tournoi, qui avait vraiment eu une attitude, je trouve, arrogante durant ce tournoi. Et j'ai eu le sentiment, moi, en tout cas, qu'en 2002, finalement, cette équipe, l'équipe qui est partie au championnat du monde, elle avait aussi pas mal payé ça au passage, quoi. Alors toi, dans tes vilains, les premiers qui sont arrivés en tête, lequel serait-il? Alors, il y en a plein. J'ai pas envie de te donner le premier qui m'est passé en tête parce que je pense que voilà, les deux premiers qui me sont passés en tête, on pourra en reparler. J'ai envie de parler d'un peut-être un peu plus obscur, c'est Xavier McDaniel, qui était un joueur, Mhm. moi, que j'aimais beaucoup, notamment passage aux Knicks ou aux Sonics. Et pour le coup, c'est vraiment le type de joueur que tu reverras plus en NBA. Du moins, quand tu vois ce qu'il était capable de faire sur un terrain en NBA, tu sais que ça se retrouvera plus. Il y a une photo de lui qui existe, qui est complètement folle, où tu le vois en train d'étrangler un mec au premier rang. Et il se trouve que c'est le père
de Wesley Matthews. C'est le père de Wesley Matthews qui est en train de se faire littéralement étrangler par Xavier McDaniel au bord du terrain. Et ce qui est trop marrant, en fait, si tu regardes, j'essaierai de mettre l'image dans la vidéo, c'est tu vois la tribune des commentateurs qui sont complètement blasés, en fait. Personne n'est Mm. horrifié. T'as juste l'impression qu'ils sont en train de regarder une remise en jeu. Comme il y en a 50 000 par saison. C'était la normalité, entre guillemets. Mais bon, au-delà de ces choses-là, moi, j'aimais bien le joueur, quoi. C'était un joueur percutant, punchy. J'aimais beaucoup Xavier McDaniel. Il y a des images incroyables des playoffs 91 et 92 avec Jordan qui se met à quelques centimètres de lui, qu'il Carrément. appelle Young Puppy, le petit chiot, parce qu'il aboyait beaucoup, il faisait pas grand-chose, notamment dans des conflits avec Pippen. C'était je pense que l'année 93 pour les Bulls était une vraie bagarre parce mais je crois qu'ils vont en 7 matchs en 92. Et là, ils ont chi, quoi. C'est vraiment dur pour eux. Je crois que c'est en Et 93 hein, McDaniel, qu'ils vont en cette match contre non, en New York. 93, ils perdent les deux premiers et ils leur mettent 4 derrière. D'accord, bah tu vois, je me mélange d'une année sur Voilà, l'autre. c'est Ouais. ça. Et 92, je crois qu'ils vont en 7 et c'est pas simple. Et c'est vrai que ça leur donne du fil à retordre. Alors, je crois qu'il y avait même Doc Rivers Ouais. qui était encore là-bas. Donc, c'était une grosse équipe. On parle du Garden, évidemment. Moi, peut-être un des premiers qui m'est venu en tête. Alors, pour les plus jeunes, on va parler du Trae Young 1.0, de la version bêta de Trae Young. C'est Reggie Miller, bien sûr. Arch Nemesis au départ, surtout des Knicks de New York, avec des performances incroyables et cette fameuse scène avec Spike Lee, où voilà, c'est ça, et il s'attrape autre chose derrière. Hein. Il s'attrape autre chose, où Spike Lee était outré qu'il ait fait ça devant sa femme. Mais c'est vrai que cette histoire comme tu disais tout à l'heure, d'Arch Nemesis, euh, Reggie Miller qui a créé ce personnage, qui l'a, et cette envie de marcher sur toute la ville, parce qu'on était en delà des Knicks, on était de marcher sur toute la ville de New York, les bouseux d'Indiana, etc. Ça lui a donné du fuel et du gaz pour des années qui ont suivi. Il est devenu après un petit peu l'ennemi juré des Bulls, même s'il avait un respect pour Jordan qui était incroyable. Mais si tu regardes bien, la seule fois où Jordan pète un plomb réellement en match, c'est contre Reggie Miller pour rien du tout, pour une poussette, mais il avait dû lui dire de telles horreurs derrière qu'il a failli littéralement lui arracher les yeux, hein, si on voit les images. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'était rare de voir. Parce on a vu Jordan énervé, tu vois. Mais c'est une des seules fois, je pense, où on l'a vu sur le point de vraiment dégoupiller complètement et de perdre le contrôle, quoi. Mhm. Qui d'autre pour toi, à part Reggie Miller, qui par contre, Reggie Miller, c'est toujours mieux tenu, on en parlait avec les équipes nationales, hein, ça, il a toujours été beaucoup plus calme, il s'est fondu Ouais. dans un collectif. Mais dès qu'il pétait un câble, etc. Alors lui, il avait aussi quelque chose pour lui ou contre lui, c'était que toute la ville de New York, on l'avait vu dans un documentaire, se foutait de sa gueule à chaque fois en chantant le nom de sa sœur, Ah oui, Cheryl. euh, de Cheryl, qui était considérée, alors peut-être moins aujourd'hui, mais comme la plus grande joueuse de basket de tous les temps, à une époque où il n'y avait pas de WNBA Mm. encore, mais il avait ça, et du coup, ça le rendait dingue, et c'est des types qu'il ne faut pas allumer, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai que Trae Young, aujourd'hui, a ce côté à moindre échelle, parce que Trae Young, il a ce côté nonchalant qui le rend un petit peu tête à claque, ce qui n'était pas forcément Reggie Miller. Mais c'est aussi Euh, parce qu'il a cartonné au Madison, Trae Young, la c'est fameuse ça. série face aux Knicks, là où Atlanta Bon, sort New York, c'est c'est ça. génie. Ouais, Ce geste-là, il vaut largement celui-là, hein. c'est clair. C'est clair. Moi, écoute, moi je vais t'en donner un autre, c'est Rachid Wallace. Voilà, joueur que j'ai adoré. Alors forcément, on a tendance peut-être à se rappeler un peu plus de lui de l'époque des Pistons parce qu'ils ont gagné, voilà, ils ont remporté le titre en 2004. Ils ont fait plein comment dire, de finales de conférence Est. C'était vraiment l'une des équipes les plus dominatrices du milieu des années 2000. Mais moi, j'ai adoré vraiment le Rachid Wallace de Portland, l'époque des fameux Jailblazers entre guillemets, avant que ça parte complètement en vrille. C'était un talent incroyable. Moi, c'est quand même un des rares joueurs dont, au bout du compte, je me dis qu'il avait tout pour être une superstar et c'était tellement pas ce qu'il voulait qu'il a préféré aller se fondre complètement dans le collectif de Détroit, se mettre totalement au service de l'équipe plutôt que de porter l'équipe sur ses, enfin, plutôt que d'accéder au statut. Je pense qu'il avait largement le talent pour briller. Bref, voilà, j'adorais le joueur.
Effectivement, les Jailblazers, malheureusement, m'ont beaucoup déçu parce que voilà, ils ont calé souvent sur la dernière marche. Il y a un moment où c'était quand même aussi plus, on les voyait plus dans la page des faits divers que dans celle des pages de sport. Mais il y a une ou deux saisons où vraiment c'était du beau jeu avec un effectif pléthorique et Rachid Wallace était, je pense, voilà, le leader de terrain incontesté de cet effectif. Surtout qu'en plus, il a eu un respect énorme encore aujourd'hui. C'est un des rares joueurs déjà qui, je pense que tu t'en rappelles, jouait en Air Force One. Oui, bien sûr, Il jouait en Air complètement. Force One et il a eu son logo qui est assez reconnaissable hein, sur une paire de Air Force One, à tel point qu'il y a même eu une collab entre Off-White et Nike récemment où ils reprenaient une Air Force, bon, qu'ils ont massacré comme à chaque fois Off-White, mais avec le logo du Sheed derrière. Ok. Et c'est vrai que c'est un bel hommage à chaque fois qui est rendu là-dessus. Par contre, beaucoup de gens, alors j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, ont pu dire qu'un type comme DeMarcus Cousins, par exemple, était une version plus récente de Rachid Wallace. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bonne question, tiens. Outre Euh, je pense que c'est surtout sur l'histoire de technique, certainement, sur le côté gueule, mais ouais, c'est clair. Après, ça, je le vois aussi sur le talent, hein, parce que Demarcus Cousins, c'était un talent quand même incroyable. Après, je pense que c'était assez marrant, tu sais, j'avais vu une interview de Chauncey Billups où il racontait, donc c'est un peu plus tard dans la carrière de Rachid, quand il était à Détroit, qu'il trouvait que Rachid Wallace jouait mieux quand il avait déjà pris une technique et qu'il y avait un match où il trouvait que Rachid Wallace jouait trop soft, tu vois, qu'il était pas dans le coup et qu'en gros, il était allé voir un arbitre pour lui dire, pour essayer de monter un petit peu la tête de l'arbitre contre Rachid Wallace, de manière à ce qu'il se prenne une technique et que voilà, Sheed pète un câble entre guillemets et du coup hausse son niveau de jeu. Voilà, j'ai pas le sentiment que Demarcus Cousins ait forcément eu cette capacité à hausser son niveau de jeu avec les fautes techniques. Je dis pas que ça n'a pas été non plus contre-productif de la part de Wallace, hein, notamment aux Blazers. Le problème c'est qu'il n'y ait personne justement pour encadrer un peu le groupe et tu vois donner une direction commune qui leur permettrait de hausser leur niveau ensemble. Donc je vois la comparaison, mais je suis pas sûr que moi je la trouve pas si vraie ni si bonne que ça. Surtout quand on voit finalement la carrière qu'a fait Rachid et celle qu'a fait DMC, qui sont pas du tout comparables. Je pense qu'il y avait quand même. Je pense aussi qu'il y avait une intelligence de jeu bien plus fine chez Rachid Wallace, notamment ce que Draymond Green fait pour les Warriors, c'est un petit peu ce que Rachid faisait dans la défense des Détroits, même si voilà, c'était Ben Wallace le meilleur défenseur en puissance, mais souvent c'était un peu Rachid qui jouait l'espèce de coordinateur défensif, tu sais, Mhm. voilà, à s'assurer que tout prenne. Et ça, je suis pas sûr que Demarcus Cousins aurait pu jouer ce rôle-là. Un autre vilain qui a réussi à s'en détacher en passant de la fac en pro et en s'en détacher tout de suite, puisqu'à la fac, il avait un caractère bien trempé. Il faisait partie d'une équipe euh, dominante, archi-dominante du côté de Las Vegas. Tu dois voir de qui je veux parler au début des années 90. Je te parle. Je t'ai sorti une vieillerie. Euh, Là, Johnson, Là, tu me touches un avec, peu à cœur, avec là. les Rebels du NLV, si tu te rappelles bien, une équipe incroyable, mais qui était détestée dans tout le pays par le côté, comme tu disais, arrogant, ultra dominateur physiquement. C'était des brutes épaisses qui voulaient humilier et vraiment passer par-dessus tout le monde. S'il faut regarder une vidéo des highlights des Rebels quand ils finissent invaincus, je crois, leur saison, c'est totalement fou. C'est-à-dire, on a l'impression de voir des adultes avec des enfants, même au niveau universitaire, il y a quand même des costauds. Et malgré ça, dès qu'il arrive en NBA, il se détache il arrive à se détacher de ça en prenant c'est le contre-pied avec cette fameuse grand-mère, en devenant grand-mama là-dessus. Euh, et de devenir ultra populaire auprès de la jeunesse, déjà par ses pubs avec Converse, mais en étant dans une équipe, les Hornets, avec Muggsy Bogues, Alonzo Mourning par la suite. Donc, comme quoi on peut s'en détacher immédiatement. Est-ce que tu crois que finalement, c'était qui est le vrai Larry Johnson dans l'histoire finalement? J'avais envie de te poser la question parce que je connais ton amour du personnage. Bah, c'est un personnage complexe, hein. C'est vrai que j'ai adoré Larry Johnson. C'est un des joueurs voilà, dont la blessure m'a le plus fait mal, même s'il a réussi très bien à se réinventer finalement dans un rôle qui n'était pas du tout celui de cet ailier explosif, espèce de Zion Williamson avant l'heure sur ses premières années. Ouais, UNLV avec Stacey Augmont, les Running Rebels de Tarkanian, équipe incroyable, effectivement, championne en 90, si je me trompe pas, c'est la saison dont tu parlais, je pense. Euh,
J'ai l'impression que finalement, tu sais, il était un petit peu introverti, il n'était pas non plus si grande gueule que ça. C'est son jeu qui était dur, qui était haut en Oui, c'est couleur. ça. Voilà, exactement. Et finalement, c'est assez marrant la campagne de pub dont tu parles de Converse, la campagne de pub Grande Mama qui a fait un carton à l'époque. J'ose même pas imaginer ce que ça aurait été, tu sais, aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, les Instagram, etc. Ça aurait Bien été sûr. encore plus monstrueux. Mais en tout cas, je pense que ça a été vraiment un coup de maître de la part de Converse de jouer cette carte-là avec ce joueur-là que lui accepte, hein, et quand tu vois les interviews, il raconte qu'au début, il était pas trop chaud, hein, quand on lui a demandé de porter une robe de grand-mère et un fichu sur la tête. Là, il était pas trop partant au premier coup d'œil. Mais en tout En cas, Mrs. Fire, hein. ouais, exactement. Exactement. Miss Fire avec une dent en or. C'était, par contre, quel carton, quoi. Ces pubs-là, c'était un régal. C'est vrai que on a tendance à l'oublier maintenant, mais à l'époque, les Hornets, c'était encore une jeune franchise avec des couleurs qui étaient fraîches. Il y avait Rex Chapman qui avait participé aussi au concours de dunk. Enfin, je pense qu'un des premiers t-shirts que j'ai eu NBA, c'était un t-shirt Charlotte où il y avait juste marqué Charlotte, et tout le monde se foutait de ma gueule au lycée en me disant mais c'est qui Charlotte et tout, alors que moi j'ai même pas percuté. Pour moi, c'était direct les Hornets, c'était le truc qui était compréhensible par tout le monde, et manifestement, c'était pas le cas. Mais je sais pas toi, comment Qui tu d'autre pour comment toi, Théo, dans la liste? Ah, écoute, qu'est-ce que je pourrais te sortir? Parce que après, on a un petit quiz qui va être marrant là, donc c'est pour ça j'essaie de pas trop sortir mes billes pour ceux qui vont suivre. Euh, Allez, je vais sortir peut-être, ouais, je vais sortir John Starks, qui est quand même qui a été un de mes joueurs préférés longtemps, même si bon, moi j'étais fan des Chicago Bulls, mais j'avais énormément de respect pour les Knicks. Quand Jordan pardon, a pris sa retraite, j'étais à fond pour les Knicks. Voilà, j'avais envie qu'ils aillent loin. Et j'ai adoré John Stark, cette espèce de trublion sorti de nulle part, sorti de CBA, qui osait tenir tête justement aux Bulls avec le fameux, ce qui s'appelle d'ailleurs toujours The Dunk. En fait, quand tu dis The Dunk, c'est le fameux dunk incroyable main gauche qui colle sur la tête de Horace Grant et Scottie Pippen, là. J'ai adoré ce joueur-là. Et honnêtement, tu sais, j'ai eu la chance de faire pas mal d'interviews avec des joueurs NBA ou autres. Et ben, il fait partie de ceux pour lesquels j'étais un peu, j'avais pas le trac, mais j'étais un petit peu comme un gamin, parce que c'était vraiment le mec, je me levais la nuit pour le voir jouer, quoi, tu vois, et ça m'a plus marqué finalement que de parler à des mecs qui ont été All-Star ou des trucs comme ça. J'étais un petit peu comme un môme. On avait eu la chance avec mon collègue Julien De Schuitner là, de faire une interview où on était tous les deux avec lui quand il était venu en tant qu'ambassadeur, ambassadeur de la NBA pour un match à Paris. Et le mec adorable, franchement très sympa, avec beaucoup de recul sur sa carrière, sur qui il est, sur les Bulls, sur ces rivalités-là. Ouais, j'ai adoré le joueur, le personnage. Et pour l'anecdote, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait été tradé aux Bulls à un moment. Il était resté genre une semaine, un truc comme ça. Tu sais, c'était une espèce de trade de fin de C'est ça. carrière. Il disait que c'était horrible, quoi. Il disait que c'était horrible pour lui d'avoir le maillot de Chicago sur le dos. Tu sais, c'est marrant quand tu vois, tu sais, quand tu compares avec l'époque actuelle où les mecs finalement on change beaucoup plus d'équipes, sont potes avec des gens de toutes les équipes, qu'il n'y a plus trop ces rivalités-là. C'était assez marrant de l'entendre dire ça, que ça avait été un calvaire pour lui d'avoir le maillot rouge sur le dos pendant les 2 semaines où il est resté, quoi. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Alors, on va vous faire on a préparé une liste un petit peu marrante. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Tout à l'heure, tu as fait ce geste-là et tu parlais de l'étranglement, comme quoi c'est un peu le style. Il y a lui, Latrell Sprewell, qu'on a adoré. Et puis, Jay Carlissimo se rappelle de ses mains qui avaient réellement essayé de l'étrangler parce il y allait franco. À 2 reprises, hein. Pareil, un joueur qui s'est. À deux reprises. Ouais, ils l'ont séparé, et puis après il est revenu quand même pour essayer de en remettre une couche. Un peu comme Asia Stewart qui a essayé Oui, avec d'attraper LeBron. LeBron l'année dernière. Mais pareil, c'est des joueurs finalement, un mec comme Sprewell, un mec comme Rachid Wallace, Larry Johnson, c'est des types finalement dont 10-15 ans plus tard, on recherche leur maillot, on a envie de le porter. On les adore parce qu'ils nous ont donné une autre émotion que le côté un petit peu parfois lisse de la NBA que vous pouvez nous offrir. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Moi, j'ai un très bon pote. Lui, il collectionne les maillots des abrutis. C'est-à-dire, lui, s'il peut, tu vas lui donner un maillot d'Artest, non, lui, il veut World Peace derrière. Tu vois, lui, tout est comme ça. Il cherche partout le maillot du type. Donc là, il cherche le maillot de Pat Beverley. Enfin, tu vois, tous les types qui sont insupportables. Euh, mais être un vilain, c'est assumé, tu vois. Je trouve, Ouais, tu vois, je parle de Pat Beverley. Il y a une différence entre lui et le bouffon. Voilà. Et je trouve que Dylan Brooks, c'est de la bouffonnerie, tout ça.
dans le vestiaire avec les grosses lunettes noires, le truc, il est vieux, ses déclarations, tout ça. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais à mon sens, être un vilain, ça va bien plus que ça. Et puis en plus surtout, c'est archi assumé sur le terrain. Parce que Reggie Miller, quand il faisait le vilain, il passe pas complètement à côté et il n'était pas à 1 sur 2 en finale de conf, quoi. Ouais, c'est clair. Le problème de Dylan Brooks, c'est celui que tu viens de noter, parce que finalement, moi à la base, j'aimais plutôt bien le joueur. J'aime bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les joueurs de rupture un petit peu qui l'ouvrent, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que derrière, il faut assumer. Et ce qui était vraiment compliqué l'an dernier, c'est que je trouvais qu'il allait chercher, les mecs qu'il allait chercher, je comprenais pas trop pourquoi tu vas essayer de t'embrouiller avec Klay Thompson, qui est un des mecs les plus sympas, les plus aimés de NBA. Je trouve que ça n'avait pas trop de sens. Ses déclarations sur LeBron, c'était vraiment complètement absurde. Et en plus, ses performances à lui étaient vraiment pas incroyables. Finalement, pendant la Coupe du Monde, j'ai trouvé qu'il avait quand même vraiment su redorer son blason. Là, j'ai retrouvé le Dylan Brooks que j'avais bien aimé. C'est-à-dire que défensivement, il faisait le boulot. Ouais, il faisait l'engraineur, comme ça a été le cas dans le match face à la Slovénie, dont il se fait exclure finalement, tout comme Luka Doncic. Mais par contre, en attaque, il avait un rendement incroyable. Et c'est un petit peu ça le truc, c'est que si tu veux faire le malin, entre guillemets, bah, pour moi, il faut que tu puisses assumer derrière et que tu assumes sur le terrain. Sinon, effectivement, tu tombes dans la bouffonnerie ou juste les effets de manche un peu à deux balles. Donc, mais du coup, tu vois, cette Coupe du Monde m'a redonné envie de voir ce qu'il va donner cette année en NBA. Et je trouve qu'il a quand même reprouvé qu'il était plus que juste une espèce d'épouvantail avec rien derrière, quoi. Alors, on vous a préparé dans cette émission, vous savez qu'on essaye de faire des passerelles entre la culture basket, musique, cinéma, etc. Et on vous a préparé une petite liste de vilains calés sur les 12 salopards. Et on vous a trouvé les 12 plus grands salopards du cinéma et des séries télé. Et du coup, alors on s'est dit avec Théo, on s'est envoyé cette liste et on s'est dit, on se dit pas qui on met dedans. Donc on va découvrir l'un et l'autre qui est dans la liste. On va démarrer tout de suite avec un des plus grands vilains de l'histoire du cinéma. On parlait le Seigneur Sith Dark Vador. Qui est le mec qui te soulève avec un seul regard, mais qui a du mal à trouver l'équilibre en lui-même entre le fait d'être sympa ou pas sympa. Qui serait pour toi le Dark Vador de l'histoire de la Ligue, Théo? Eh ben, écoute, moi j'ai choisi Kevin Garnett pour sa capacité justement à se servir du côté obscur pour puiser, puiser tout son pouvoir du côté obscur de la force. Voilà, pour moi c'est un peu ça, quoi. C'est le gars qui est prêt à limite à s'embrouiller tout seul s'il le faut, juste pour pouvoir être hype à 2000%, capable de faire pleurer un de ses coéquipiers en plein match. Je te rappelle de ces images, j'imagine que Big Baby Davis, là, en temps mort, t'as un mec de 130 kilos qui est en larmes parce que Kevin Garnett, tu as mal parlé. Bref, moi Avec j'aurais Sam mis Cassell qui lui dit d'arrêter tout de suite, qui est super gêné. exactement. Du coup, ouais, moi j'ai mis KJ, et aussi KJ est plutôt, et aussi pour sa capacité parfois à s'autodétruire. C'est-à-dire que je pense que voilà, parfois ça lui a aussi fait jouer des tours de puiser à ce point du côté obscur pour aller chercher son pouvoir. Bah, moi, mon Dark Vador à moi, qui justement a du mal à trouver l'équilibre, mais d'un seul regard est capable de faire dégoupiller quelqu'un d'autre. Il est là, il est dans ton numéro Bad Boys derrière, évidemment, parce que l'équilibre au sein de Dennis Rodman dans sa tête, je ne sais pas où il l'a trouvé un jour. La balance entre la force, je ne sais pas s'il l'a, mais j'ai des images de Rodman rendant fou Frank Mais Brikowski oui, bien en sûr. finale 96. Il shoot un lancer franc, il se met face à lui, il le regarde. Je pense que tu peux plus le faire aujourd'hui parce qu'il prendrait une technique directe, mais c'était quand même le troll ultime à bien des égards. Euh, euh, et un personnage ultra complexe. Tu en parlais, il y a un grand papier dans le MOOC sur les Bad Boys, où c'est quand même quelqu'un, malgré tout, un peu comme Darvador, à la fin, super attachant dans sa manière d'être, euh, bien à la fin, hein, mais avec une partie du gamin totalement adorable, qui vit un rêve éveillé dans la ligue. Chuck Daly le racontait très bien dans le documentaire sur les Bad Boys, et qui du jour au lendemain se crée ce personnage et explose complètement en vol. Donc c'est vrai que voilà, c'est mon Dark Vador à moi.
C'est On, juste on en a... pour rappeler ce qui était marrant Vas-y. dans la fameuse série face aux Sonics, là, c'est que justement, George Karl faisait rentrer Brikowski pour essayer d'engrainer Dennis Rodman en espérant que ce soit lui qui le fasse péter une durite. Et au moins à deux reprises, je me rappelle plus, il faudra que je revoie la série, mais il y a au moins deux reprises où c'est Brikowski qui se fait expulser du match parce que justement, C'est ça. Rodman, lui, alors, continue à faire tous ses coups de vis, mais à ce sourire éclatant et tombe pas du tout dans le piège qui lui est tendu, quoi. Ils avaient essayé de faire la même Utah avec, comment il s'appelait, le Big Dog, là, j'ai oublié son Mais nom. oui, absolument. Euh, t- c'est- Antoine Carr, Antoine c'est ça? Carr, exactement, Antoine Carr. Antoine Carr, Ouais. ils avaient essayé, mais bon, ça a finalement jamais marché. Autre personnage, le Pennywise, a.k.a. le clown de l'adaptation du bouquin Ça de Stephen King. Donc, personnage éminemment effrayant et qui fait largement pleurer tous les gamins qui croisent. Qui serait ton Pennywise à toi? Pour moi, c'est Anthony Mason. Parce que quand il avait son vilain regard, là, tu vois, son regard bien vilain, je pense que tout le monde faisait demi-tour. Il y a personne qui était vraiment prêt à aller piquer la bête à ce moment-là, quoi. Moi, mon Pennywise à moi, c'est Charles Barkley. Alors, pourquoi Charles Barkley? Parce qu'il a vraiment, une fois, un match à New Jersey en mars 91. En plein au moment d'ailleurs où le board de USA Basketball était en train de choisir ses joueurs pour la Dream Team. Il n'est pas envie d'être là, il en a marre, il a pris une technique, il s'embrouille avec tout le public, il s'embrouille avec le public, un mec l'insulte, il prend son élan pour cracher sur le mec, seulement il crache pas assez fort et il touche une petite fille pleine de poire. Tout atterrit sur la L'enfer. gamine. L'enfer qui se met à pleurer, les parents, machin, qui la consolent, tout ça. Alors pour la petite histoire, évidemment, il s'est excusé auprès de la petite fille et il est même devenu ami avec la famille, etc. Et à chaque fois qu'il va dans le New Jersey, où pendant un long moment, il rendrait visite à la famille pour voir comment ça allait. Sauf que, est-ce qu'on n'est pas le roi des vilains en disant en conférence de presse juste après, pourquoi vous avez caché sur la petite fille? Il a dit parce que j'avais pas assez de salive. Il n'avait pas pu atteindre le mec derrière. Faut vraiment être une tête de nœud ultime pour sortir ça. Voilà. C'est Un clair. joueur qui avait fait pleurer une petite fille, c'était Charles Barkley. Autre personnage, Théo, qui a fait pleurer plein d'enfants, là, pour le coup, c'est la sorcière de Blanche-Neige. Grande, 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 grand vilain dans l'histoire du cinéma, qui elle, ben, était prêt à écraser tout le monde parce qu'elle veut être la plus belle du royaume. Qui serait pour toi la sorcière de Blanche-Neige? Et ben moi, j'ai choisi Isaiah Thomas. Dans le côté, tu sais, calculateur, à vraiment tout faire pour arriver à ses fins et pour pouvoir, voilà, avec le peut-être petit complexe tu sais, du petit complexe d'infériorité dû à son format très menu, mais joueur immense au cœur incroyable. Voilà, je pense que c'est lui que j'aurais vu dans ce rôle-là, quoi. En Juste- plus, qui essaye d'écraser la plus belle du royaume, qui était Larry Bird à ce moment-là, en disant que s'il avait été afro-américain, il aurait été un joueur comme les autres. Donc ça avait été incroyable. Et pareil pour Moi, Jordan derrière, quand c'était Jordan la plus belle, c'est aussi c'est lui ça. qui laissait de. C'était ça. Ouais. Moi, alors, moi, c'était sur une courte période, parce que bon, on peut pas dire que c'était un vilain, mais sur cette période-là, c'était moi, ma sortie de Blanche-Neige, pendant un moment, ça a été Mélo. Parce que Mélo, il n'a pas aimé que Blanche-Neige, Jérémy Lin, soit plus belle que lui pendant, Très bien pendant vu. quelques mois à New York. Et bon, bah, on l'a su après qu'il a dit en clair, bon, c'est pas c'est lui ou moi, mais il a dit qu'il n'était pas d'accord. Et du coup, bah, je pense que ça a été une vraie rupture même dans la période Knicks, parce qu'il était redevenu déjà une franchise attractive. La période l'Insanity, quel que soit le temps que ça a duré, on se rappelle tous où on était à la période de l'Insanity, ça a été une folie. On se levait pour voir les Knicks qui étaient nuls en plus à l'époque, pour regarder un Toronto-New York qui servait à rien, mais pour voir l'autre planter un tir à 3 points à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est finalement un point de rupture qui a fait du mal à New York, parce que New York était redevenu ultra populaire, plus que bankable, parce que toute l'Asie était derrière les Knicks. Et ben, Houston, pour avoir mis un centime de plus, a pu récupérer Jeremy Lin, qui était super malheureux de s'être retrouvé à Houston. Voilà, donc moi, ma sorcière, c'était Blanche-Neige. De Blanche-Neige, c'était Mélo, pour avoir voulu être le plus beau, en tout cas à New York. On a un autre personnage féminin ultra méchant, horrible.
c'est C'est un des pires Cersei personnages. Lannister Ouais, dans Game of Thrones. un C'est des pires immonde, personnages immonde. des séries, quoi. C'est clair. Qui veut tuer son plus petit frère tout en couchant avec le plus grand frère. Cersei Lannister. Moi, j'ai choisi un autre Pistons. Et je vais pas être rêvé du côté des fans de Détroit. J'ai choisi Bill Laimbeer pour ça. Pour le côté un petit peu, tu sais, genre, il n'y a pas de limite, quoi. C'est quel que soit le moyen, on y va. Que ça soit de mettre son pied sous celui de Kevin McHale ou mettre un coup de coude dans la tête de Larry Bird ou quoi que ce soit. S'il faut y aller, faut y aller. Donc, Tous les ouais, moyens moi, sont bons. j'ai pris Bill Laimbeer. Ouais. Tu aurais filé le feu grégeois à Bill Laimbeer, C'est ça, il aurait fait couler tout exactement. United, tout le Chicago Stadium. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que le parallèle est intéressant parce que Bill Laimbeer était un type ultra intelligent. En plus, assez brillant dans ses déclarations. Et lui, il a embrassé ce rôle et qui joue encore aujourd'hui. Hein. Quand tu regardes un documentaire sur l'épisode, il adore faire ça. Moi, le côté je suis frère en couchant avec l'autre, c'est Kevin Durant, tout simplement. Je tue, D'accord. je tue le Thunder en allant coucher avec mon pire ennemi, avec les Warriors. Bon, voilà. Il y a certaines décisions comme ça. Sur un coup, on parlait de Kermit Washington, sur un geste de devenir un vilain. Sur une décision, Kevin Durant l'est devenu pendant un moment, même si tout le monde le dit, hein, que c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Et même Damian Lillard le dit, mais ça, il n'aurait pas pu faire. Finalement, LeBron est devenu un vilain sur The Decision, alors que pour lui, c'était pas si grave que ça de le dire à la télé, mais il est devenu une ordure pour beaucoup de gens. Voilà, moi, KD que j'aime beaucoup quand même, il n'y a rien à dire là-dessus, mais sur ce coup-là, il était devenu Cersei, mais Bill Laimbeer, ça reste le must, évidemment, que tu as choisi. Un autre méchant qui nous a bercé dans les années 90, c'est le T-1000 dans Terminator 2, qui prend la forme de n'importe qui et qui, du coup, peut être méchant en étant n'importe qui ou n'importe quoi. Qui est ton T-1000 à toi? Alors moi j'ai pris Barclay pour le coup, c'est là que j'avais mis Charles Barclay pour sa capacité justement pour le fait que c'est pas tant lui qui change de forme, mais c'est que n'importe qui peut s'en prendre une, que ça soit un joueur, que ça soit Shaquille O'Neal en fin de carrière ou que ça soit comme tu disais un fan dans le public ou un mec dans un bar qui lui parle mal ou quoi que ce et qui se retrouve à traverser une Ou un fenêtre. pauvre joueur de Voilà l'Angola? exactement, c'était tout le monde est traité à la même enseigne. Donc moi j'ai choisi Barclay pour le T1000. Moi, c'est, tu as dit tout à l'heure Kevin Garnett pour le côté je deviens méchant et puis après je deviens ceci, je deviens cela. Moi, voilà, j'ai une détestation sur certaines attitudes. Il a essayé de dire enfin, il a dit des horreurs à des joueurs comme Ouais, Charlie Charles Villanova. Villanueva. Il a essayé de dire des. J'ose même pas imaginer ce qu'il a dû dire à Tim Duncan pour essayer de le faire sortir de ses gonds sans qu'il y arrive. Mais moi, j'ai une image de Garnett qui se transforme en méchant en essayant de se faire semblant de se battre avec Dwight Howard Oui. quand il est à Brooklyn et que Dwight est à Houston, je crois. Où il fait genre retenez-moi, 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 et qu'il y a un gars grand comme ça qui le retient, genre Van Gundy, qui arrive à le tenir, alors qu'on a vu avec Asia Stewart que si un joueur NBA il veut aller attraper un autre, il dégomme tout sur son passage et il va attraper, il y va. Et ce côté oh, retenez-moi, je vais le tuer, ça m'avait, mais j'avais trouvé ça ridicule. Mais bon, bref. D'ailleurs, il y a contre ça doit être une finale de conférence, je pense, ou demi-finale, je sais plus, Wolves contre les Kings. Aux Kings, il y avait Anthony Piller qui était un ancien Wolves, qui était un de ses anciens potes, et il avait voulu jouer le show comme ça, et s'était pris une patate par Anthony Piller, et il était resté tout bête. Ah Moi, ouais. je me rappelle de Garnett sachant plus quoi faire, et un petit peu par rapport à ce que tu disais, en espérant que quelqu'un vienne essayer de leur faire semblant de le retenir, parce qu'il y avait quand même, il la voyait fort, mais bon, parfois il hésitait à mordre quand même. Un autre qui aboie fort et qui mord, par contre, c'est Joe Pesci dans le film Casino, qui se finit enterré dans le désert d'ailleurs, pour avoir essayé Vivant. enfin, qui approche de très très près Sharon Stone, de la femme Ouais, enterré vivant, enfin, après avoir pris quelques coups de batte de baseball Ouais, quand ouais. même. Qui serait ce Joe Pesci pour toi Ben moi j'ai Théo? choisi Draymond Green parce qu'en fait, c'est marrant, tu sais, quand la description que tu avais mis de Joe Pesci, tu avais rajouté petit nerveux qui termine, voilà, enfin, tu avais rajouté la notion petit nerveux. Et en fait, Draymond Green, j'ai l'impression qu'il a lui aussi été, enfin, intérieur sous-dimensionné, ce côté petite frappe qui supporte pas d'avoir été sous-estimé pendant sa carrière, qui est toujours obligé de la ramener et d'aller, tu sais, d'en faire 15 fois plus pour essayer d'impressionner les autres. Donc ouais, moi j'ai mis Draymond Green là-dessus. Ouais.
Alors moi, j'ai mis Chris Paul, le meilleur Ah ami oui, bah d'Antoine, voilà, c'est ça? je comprends. Entre autres, ouais. Alors moi, Chris Paul, déjà parce qu'il a fini enterré dans le désert pour de vrai, ça c'est bon, C'est vrai. du côté de Phoenix. Et de deux, parce que voilà, parce que il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que le jour où Rajon Rondo lui en a collé une, parce que il envoie Clint Capella en éclaireur pour pouvoir passer dans les couloirs de derrière avec Houston pour aller, quand il voulait aller se battre. Enfin, moi, si, tu vois, quand j'ai pas le moral, je regarde la vidéo de Shaq et de Charles Barkley à la fin du match entre les Clippers et Houston, où ils débriefent cet incident et où ils apprennent que la police a été appelée et que Blake Griffin aurait appelé les flics en disant oui, oui, il y a Chris Paul qui veut me taper, ou truc comme ça. Et ils sont tellement morts de rire que ça c'en est ridicule. Et Chris Paul, pour moi, voilà, c'est ça. Tu vois, cette image où Steve Kerr le regarde en rigolant, il rigole et tout de suite après, il reprend son masque. C'est moi. Chris Paul, terminé pour moi. J'aurais pu le mettre dans tous les personnages, hein. Pour moi, il aurait été très bien en Cersei, même s'il fallait. On passe à Thanos, gros méchant quand même, qui veut éliminer la moitié de l'univers. Donc moi, mon Thanos à moi, c'était Bill Lambier. Donc on passe dessus. Quel était ton Thanos à toi? Et moi, j'ai choisi Kobe pour les 5 pierres d'infinité. Ça, je sais plus comment on le dit dans la version française. Et pour le côté prêt à sacrifier n'importe qui, que ce soit Shaquille O'Neal Smooth Parker. voilà, ou Smash Parker, exactement. Seul contre le but ultime, aller chercher les pierres. Donc moi, j'ai mis Kobe dans ce rôle-là, qui a été quand même un. Enfin, Kobe, on a fait des podcasts à son sujet là, il y a pas si longtemps que ça avec Shai et Antoine. Et c'est vrai que moi, j'ai une relation que j'étais pas forcément fan pendant une bonne partie de sa carrière. Et finalement, je l'ai plus apprécié à partir du moment où il a assumé complètement son côté un peu trou du cul ou connard. Et je dis ça avec beaucoup d'affection hein, quand je le dis. Voilà, j'ai préféré le Kobe de la fin finalement, qui était un peu, tu sais, cash dans ses déclarations, dans ses gestes, dans les faits. Voilà, c'est le Kobe que j'ai préféré. Alors après, on avait le Joker, évidemment, qui est vénère contre toute la société, qui l'a profondément déçu. Moi, mon Joker à moi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Asia Thomas, puisque comme à Chicago, il n'a pas été drafté par les Bulls ou quoi que ce soit, et que du coup, il devenait l'ennemi juré de la ville de Chicago, bah, il s'est dit, bah, je vais tous les empoisonner les uns après les autres. Donc voilà, pour moi, c'était Asia Thomas. Alors, Asia Thomas, le vrai, pas le plus petit, l'autre, Ouais, moi celui de j'ai choisi. Détroit. Alors j'ai choisi un mec qui est moins charismatique que le Joker, hein, mais c'est Dylan Brooks pour le côté en faire beaucoup, être autant dans. Il y a toujours beaucoup de mise en scène dans les exactions du Joker, et je trouve que dans celle de Dylan Brooks, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, on a déjà parlé de lui un petit peu avant, mais j'avais mis Brooks dans ce rôle-là. Alors un autre méchant qui, un peu malgré lui, mais qui est vraiment chiant, l'iceberg du Titanic. C'est-à-dire tout le monde fait la fête et lui il vient niquer l'ambiance avec un gros coup de froid. Quel serait l'iceberg du Titanic pour toi, Théo? Je suis recherché dans les Knicks à l'ancienne, j'ai pris Charles Oakley. Parce que pour moi, c'est vraiment tu sais, le fun crusher par excellence. Le mec où si en face, il y a un scoreur qui commençait un petit peu à s'enflammer, à penser qu'il allait pouvoir mettre des points partout, allait finir par se manger une manchette un petit peu raide. Donc ouais, j'ai mis Charles Oakley pour le côté casseur de fun. Moi c'est Kobe. Kobe pour une chose, parce que All-Star Game 2003, tu vois Ah oui. l'image, Jordan met un shoot, c'est incroyable, c'est la fête, on va célébrer ça. Maria Carey, elle a une robe avec le maillot des Wizards 23, elle a fait sa chanson pour lui, c'est la fin ultime d'une aventure incroyable. Mais non, 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 Kobe, il veut pas lui. Donc, il va se faire faute dessus. Il va shooter deux lancers francs. Il va aller gagner la prolongation. À un moment donné, tu vois, tu as l'image du All-Star Game 91 ou 92, je dis une 92, bêtise, ouais. où Magic ben, est là pour rayonner. Il met des shoots à 3 points incroyables. Le match s'arrête pratiquement, tu vois. Tu vas pas avoir Jordan derrière qui va essayer de mettre un 360 pour dire non, non, c'est moi, c'est moi. Bon, voilà, j'avais trouvé ça, même si mentality, pas mentality, ça m'avait saoulé. Autre personnage, c'est toi qui l'as choisi celui-là, c'est Marlo Stansfield. Ouais, un de mes personnages, enfin, un des personnages iconiques de la série The Wire, qui est hyper ambivalent, un petit peu, c'est un méchant, mais en même temps, on finit par avoir envie qu'il s'en sorte quand même. Donc c'était sur le côté, ouais, Marlo Stanfield sur le côté, cette arrogance, pardon, et le gangstérisme chevillé au corps. Allez, je vais te donner mon joueur, pour le coup, c'est une joueuse, c'est Diana Taurasi.
moi que j'adore et C'est qui est marrant que tu dis aussi ça. percutante sur le terrain qu'en trash talk et voilà, s'il faut mettre un coup de coude si, quelque part, voilà, c'est un peu la version, c'est un énorme résumé, hein, et c'est même pas trop, pas forcément lui rendre totalement hommage quand on voit son palmarès incroyable, une espèce de version féminine de Kobe sur l'attitude en tout cas. Et voilà, moi j'ai mis Diana Taurasi. Alors, c'est marrant que tu dis ça, comme quoi on s'est bien trouvé notre one-two punch du culture, parce que moi, c'était Liz Cambage, tu vois, Nice! Ah bah, mon tu vois, personnage là-dessus. on n'en a pas parlé pourtant. On n'a pas parlé. Et pourtant, alors, on a vu une image d'elle là qui s'est pris une patate par des joueurs du Nigeria lors d'un match. Elle se fait sécher pour le compte. Mais ouais, on voit bien elle peut être aussi fascinante qu'insupportable. Donc voilà, Liz Cambage à ce niveau-là. Et le dernier, c'est le personnage de Denzel Washington dans Training Day, bien sûr. Là aussi, tu parlais du faux gentil qui est une vraie ordure. Alors, qui est pour toi ce personnage? Et ben moi j'ai pris Jordan, tout simplement. J'ai mis Michael Jordan dans ce rôle-là. Surtout, tu sais, toute cette période des années 90 où les On va médias parlaient que désactiver de... les commentaires pour pas que tu te fasses éclater. Voilà, non, mais, tu sais, les médias mettaient voilà, sur son piédestal comme espèce de gendre idéal, etc. Et puis au fur et à mesure des livres et des articles un petit peu en profondeur, tu te rendais compte que c'était pas aussi simple que ça. Et qu'il avait, certes, il avait aidé un certain nombre de ses coéquipiers à devenir tirer le maximum de leur potentiel. Et il y en a d'autres qu'il a complètement enterré, mis plus bactère. Donc ouais, j'ai choisi Jordan pour ça. Moi, j'ai choisi Karl Malone parce que c'est une ordure. Point final. C'est tout. Voilà, Tu sens le règlement de c'est compte tout. à la fin, C'est tout. la balle perdue pour Carvalho. J'ai, j'ai, tu vois, ça se voit parce que quand il fracasse Isaiah Thomas, on en parlait avec le coup de coude, il y va pas pour. Tu vois, c'est comme Andrew Bynum, il y va pas pour faire une faute, il y va pour le tuer. Comme Andrew Bynum sur JJ Barea ou, euh, ou Ron Artest quand il met le coup de coude Ah, James Harden. comment il s'appelle, James Harden. Mais voilà, moi pour un Karl Malone, en plus, il y a tout un passif avec des scandales étouffés, avec des mineurs, avec des trucs. Enfin, ouais, voilà, Karl Malone, pour moi, c'est au top. Voilà. Ça me fait marrer quand maintenant il donne des conseils à certains joueurs, etc. Parce que ça reste un personnage un peu nébuleux et vraiment pas fréquentable, j'ai envie de te dire. Voilà pour ce petit thème sur les vilains. Théo, on va partir sur nos rubriques habituelles maintenant, à savoir ton coup de cœur de la semaine. Ouais, alors mon coup de cœur de la semaine, et c'est un peu honteux parce que je te le vole quelque part, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. C'est une vidéo qui est ressortie d'un concours de dunk de 97, dans laquelle on voit Kobe Bryant faire le fameux dunk rendu célèbre par Vince Carter au concours de dunk du All-Star Game 2000, où il met complètement son coude dans le cercle. Et c'est vrai que moi, j'avais pas vu Ça, il ces le fait images-là, où complètement. Ah, moi non je plus, les j'étais ai découvertes. scotché. Et comme on en parlait un petit peu en off, Pierre, on était un petit peu surpris de se dire que bah, Kobe est pas, à l'époque, dit qu'il l'avait déjà fait avant Vince Carter, etc. Donc voilà, tu me confirmais, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment des images de 97? Ça me semblait fou, j'avais jamais vu Ouais. ce dunk-là. Deux pieds, mettre tout le coude dans le cercle. Mais a priori, c'est avéré, quoi. Ce serait un concours de dunk, alors en marge de la NBA, hein, c'est dans un tournoi ou un truc comme ça, caritatif, ou quelque chose C'est de dans ce genre, c'est ça? les matchs de charité de Magic Johnson, je crois. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est mon coup de cœur de la semaine parce que j'avais jamais vu ces images, tout simplement. Alors moi j'ai un double coup de cœur. Déjà une paire de sneakers, tu sais qu'on va beaucoup en parler. C'est la dernière paire collab entre Nike et Drake qui s'appelle la Nocta Glide. Voilà, Nocta c'est la marque de Drake, hein. Et j'ai kiffé donc évidemment l'hommage faiblement déguisé, voire même totalement assumé à la Zoom Flight de 95, porté par Jason Kidd. Ça, ce modèle, si vous l'avez vu au pied de Victor Wembanyama notamment. Voilà, c'est ultra confortable. On peut jouer avec, clairement. C'est du tissu sur le haut, du mesh bien respirant. Mais voilà, j'ai trouvé les trois pods qui étaient là. Ça sent que c'est un modèle qui a donc 27 ans, comme quoi il y a que ça, la Foamposite, etc. C'est des modèles qui étaient ultra en avance sur leur temps. Donc au niveau sneaker, voilà, cette Nocta Glide, c'était un mix parfait entre ce qu'on cherche de faire dans le hoop culture, c'est-à-dire ce mélange entre diverses cultures, le modernisme le plus absolu et l'héritage glorieux des 90s. Et puis, autre coup de cœur, musique cette fois-ci.
On en avait parlé sur Rivers. C'est une artiste nantaise qui est basée à Marseille. Quand tu parlais, tu m'as gentiment introduit la semaine dernière, tu parlais du Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille. Donc, on a redémarré la 16e saison de l'émission. Cette artiste s'appelle Elodie Rama, fait partie de l'équipe de Hangtime. Voilà, et qui a sorti au mois de février son album. Donc, elle a sorti un double vinyle. Euh, Vraiment un très bel objet avec voilà, c'est une sorte de trip-hop soul avec des musiques caribéennes au milieu. Ça chante en français, en anglais, également en créole. Il y a de beaux invités. Il y a Akhenaton, La Chica, Temetan. C'est mixé, c'est déjà produit par un producteur ultra talentueux qui s'appelle Crystal sur Marseille, qui a fait de superbes groupes de hip-hop, notamment un groupe qui s'appelle CM Jones. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir ça avec un rappeur du New Jersey. Et tout ça est mixé par Atom, qui est une partie non négligeable, en tout cas un des membres du groupe C2C. Donc voilà, si vous voulez vous écouter un body de soul, trip-hop, etc., en plus c'est un superbe objet. Vous allez sur le Bandcamp d'Elodie Rama, un album qui s'appelle Constellation, et vraiment à suivre de très très près. D'ailleurs, en parlant du Hangtime Radio Show, toutes les semaines en story, on vous partagera le track de la semaine du Hangtime Radio Show. Cette semaine, c'était un morceau du dernier album de Nas. Hein, comme ça, je vois que déjà tes yeux frétillent. Absolument. Le coup de gueule la semaine dernière, c'était le mien. Qu'en est-il du tien cette semaine, Théo? Alors moi, c'est mon coup de gueule, il date pas de cette semaine, mais j'ai un peu du mal à décolérer. Pourtant, je suis plutôt posé comme garçon. C'est le fait que ESPN a fait le ménage pendant l'été parmi ses consultants, et parmi la vague de mecs qui ont été mis sur la touche, il y a Jeff Van Gundy, bien sûr, parce qu'il y a son frère Stan aussi qui commente, mais vraiment Jeff Van Gundy. Moi, il y a certains matchs, honnêtement, Pierre, des fois, je les regardais juste pour écouter les commentaires de Jeff Van Gundy. Son duo Oui. avec Mike Si Breen, c'était pour moi, comme c'est Mark Jackson, c'est pas possible. oui, non, non. Peut-être tu peux mettre mute par moment pour Mark Jackson. Même si l'an dernier, je trouvais que c'était vraiment moins, il était moins casse-pied que par le passé. Mais voilà, le duo, pour moi, la meilleure doublette pour le commentaire basket, en tout cas aux États-Unis, c'était vraiment Mike Breen et Jeff Van Gundy. J'arrive pas à croire qu'il va plus commenter les matchs. J'espère vraiment que ESPN finira par trouver un accord pour le ramener dans l'équipe. C'est pour moi le meilleur consultant basket, en tout cas aux États-Unis, pour ce qui est de la NBA. Humour, analyse, tout était incroyable. Je suis dégoûté, d'autant que dans la vague de mecs qui ont été pris Je suis pour d'accord. remplacer, il y a Doc Rivers, qui est un des entraîneurs que j'aime le moins. Donc voilà, Plus dégoûté il va que parler Jevan comme Gundy ça, soit on plus va là. rien comprendre. C'est ça, c'est ça. Non, mais j'espère vraiment qu'il va Ouais, pouvoir c'est revenir. tellement rien comprendre à ce raison. C'est ça. Ah bah, on espère de tout cœur. Euh, on vous remercie tous les auditeurs et les viewers du premier épisode de Hoop Culture d'avoir été si nombreux et de nous avoir envoyé des super commentaires pour nous donner plein de force. Et on vous avait demandé un petit peu de participer à chaque fois, puisque chaque semaine, on va vous présenter notre relique de la semaine. Et là, alors on dirait que c'est fait exprès. On vous avait demandé de voter un petit peu entre la relique de Théo qu'on vous présente chaque semaine après sur notre compte Insta et la mienne. Bah, ça a été un match nul absolu. Alors pourtant, il y a pas mal de gens qui ont participé. Mais alors, match nul entre mon maillot de USA 84 et toi, ton yearbook des Bulls 92. Match nul. Donc pour l'instant, on repart à zéro. Donc vas-y, quelle est ta relique de la semaine, Théo? Allez, alors je commence. Attention, comme c'était une émission spéciale vilaine, j'ai sorti un disque du plus grand super vilain de tous. Donc c'est MF Doom, un des rappeurs que je préfère. Cet album, Mad Villainy, produit par Madlib, est l'un de mes albums préférés tout simplement. Et cette relique parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire signer par Madlib. Je suis pas du tout un fan des autographes. Il y a que 2 fois que j'ai fait signer des disques dans ma vie, mais voilà, pour moi, Madlib, c'est un de mes producteurs préférés. Avoir la chance de pouvoir le rencontrer lors d'une interview quand je travaillais un peu dans la presse musicale, c'était un vrai kiff. Faire signer ce disque, pour moi, ça tombe
tombait voilà, ça tombait un petit peu. Enfin, c'était un truc qui m'a vraiment fait plaisir. En fait, il a signé dessus, il a mis donc Respect 360, peu importe Madlib, il a mis One Half of Mad Villain. Et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais l'occasion de le faire signer par Doom, qui pourrait signer donc l'autre moitié du groupe Mad Villain. Malheureusement, c'était pas possible, parce qu'il nous a quittés il y a 2 ans maintenant, si je me trompe pas. Donc voilà, Mhm. c'était ma relique de la semaine pour rester dans le ton des vilains et des super vilains. Eh ben, moi, ma relique de la semaine, elle fait un peu écho à ce que je te racontais la semaine dernière sur mon voyage aux États-Unis où j'avais éclaté le budget en moins de 20 minutes que m'avait filé la famille pour partir 15 jours aux États-Unis. J'avais donc ramené ça. Wow! Donc, tu vois, une chemise de baseball des Bulls. Donc, on est en 92, été 92. Ils viennent d'être champions pour la deuxième fois. Donc, je te laisse admirer. C'est pas floqué, Ah hein. ouais. Tout est cousu. Le patch NBA qui est là, pareil. Hop. Et il y avait évidemment le pack, pareil. Tout est en feutrine. Starter qui est ici. Et le clou du spectacle, c'était quand même derrière, tu vois, avec le logo des Bulls, pareil, en feutrine. Voilà, c'est des objets. Donc, ça a presque 30 piges, hein, si je ne me trompe pas, Et ça, c'est celle pratiquement. d'époque que t'as acheté, celle-là? Parce qu'elle est Et dans, celle-là, c'est celle d'époque que elle j'ai est dans un achetée. état Elle est dans un incroyable. super état. Bah, elle bouge pas. Bah, c'est-à-dire que j'ai porté, etc. Elle a jamais bougé, tu vois. Donc, quand on dit la qualité, parfois c'était mieux avant. Il y a un fond de vérité, c'est ça Comment que tu te veux dire? dire. Oui, 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 oui. On fera un coup de gueule sur la qualité des équipements aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était chemise de baseball starter des Bulls de Chicago de 1992. Voilà. C'est ma relique de la semaine. Et je peux dire qu'il y a plein de shops vintage qui me relancent fréquemment pour pouvoir me récupérer cette pièce-là. Il y a J'imagine. trop de souvenirs dessus. Et jamais je la lâche. Jamais je lâche ça. Magnifique. Voilà. N'hésitez pas à nous dire Voilà, quelle relique Théo. vous aura le plus parlé. Mettez-les Ouais, nous c'est en ça. commentaire. Et puis on remettra un sondage, non, Pierre, sur Instagram pour que ce soit plus simple aussi pour. On remettra un sondage, on remettra un sondage, on prendra des belles photos et puis vous aurez comme ça tout loisir de voter pour la relique. Et n'oubliez pas, celui qui gagne à la fin de la saison 1 du Hoop Culture ramasse les reliques de toutes les reliques Non, non, de non, son j'ai jamais été compère. d'accord pour ça. Voilà. J'ai pas signé cette partie-là du contrat, Pierre. Ça va Moi, pas du tout. j'aimais bien ce principe. Putain, il va falloir que j'essaye de mettre une autre clause, mais un truc tout petit en bas d'une page. C'est ça. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce second épisode de Hoop Culture. On espère que vous avez passé un bon moment, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer de la force, en mettre des commentaires, des pouces, des machins, des bidules. Suivez le compte Hoop Culture sur Instagram. On vous partage pas mal de choses, des idées, des conseils, etc., des conseils de lecture, tous nos coups de cœur de la semaine qui arrivent. Et nous, on se retrouve, Théo, semaine prochaine, normalement. Ouais, à dimanche prochain. Salut. Ciao.